Au cours du XIXe siècle, il était très courant de voir des médecines alternatives proposées comme remède miracle pour les maux dont souffrait le grand public. La strychnine, poison dangereux, servait autrefois de stimulant pour les athlètes. L'héroïne était présentée comme un remède pour les enfants malades et la cocaïne était utilisée pour traiter l'alcoolisme, Sigmund Freud lui-même qualifiant cette substance de médicament. Elle était largement présente en poudre dans les vins et boissons gazeuses. Heureusement, en 2023, la médecine a beaucoup progressé. Mais à l'époque, la science n'était pas aussi avancée et le grand public n'avait pas accès à l'information comme nous l'avons aujourd'hui. En conséquence, ils étaient souvent mal informés et se fiaient à ceux qui se présentaient comme des médecins. L'une des figures les plus cauchemardesques de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui se faisait passer pour une professionnelle de la santé, était une femme du nom de Linda Hazard. Ici détective Cold Case. Linda Hazard est née Linda Lauren Burfield le 18 décembre 1867 dans la petite ville de Carver, nichée sur les rives de la rivière Minnesota. Alors qu'aujourd'hui, la ville compte près de 6000 habitants, dans les années 1860, elle n'avait qu'un peu plus de 700 habitants. Linda Hazard était l'aînée des enfants de Susanna Neal et Montgomery Burfield et avait 6 frères et sœurs. À 18 ans, elle s'est mariée puis a eu 2 enfants. En 1898, elle quitte sa famille pour retourner au Minnesota et poursuivre une carrière médicale. Hazard n'a jamais étudié à l'université ni obtenu de diplôme en médecine, mais elle a obtenu une licence médicale dans l'État de Washington en profitant d'une faille exemptant les praticiens de médecine alternative des réglementations récentes. Hazard était une fervente adepte du jeûne thérapeutique, selon son livre « La science du jeûne ». Elle a longuement étudié sous la direction d'Edward Hooker Dewey, médecin partisan du jeûne, et il a inventé le régime sans petit déjeuner, dans lequel il soutenait que les gens ne devraient ne consommer que 2 repas par jour et qu'ils devraient renoncer au petit déjeuner. Affirmant que les maladies et les problèmes physiologiques étaient le résultat d'une alimentation excessive, il croyait que le jeûne pouvait même guérir les troubles mentaux. Beaucoup de médecins contestaient Dewey. En 1910, le British Medical Journal l'a jugé imprécis et peu rigoureux, ayant commis de nombreuses erreurs médicales dans ses livres. Ils ont qualifié ses propos sur le jeûne comme remède universel d'illusions insensées. Certains médecins ont souligné que le jeûne nécessite une supervision médicale, mais Hazard ignorait les critiques envers son mentor. Elle a créé sa méthode de jeûne, affirmant qu'elle guérissait toutes sortes de maladies. Sa technique permettait soi-disant d'éliminer les toxines responsables de déséquilibres corporels. En 1908, à 41 ans, elle publie son premier livre, Le jeûne pour guérir les maladies. 9 ans plus tard, elle sort L'alimentation dans la maladie et le nettoyage systématique. En 1927, sa première publication a été rééditée sous le titre Le jeûne scientifique, la clé ancienne et moderne de la santé. Hazard affirmait dans ses livres que l'alimentation était la cause de toutes les maladies, reprenant cette idée de son mentor. Elle affirmait « L'appétit est une envie, la faim est un désir. L'envie n'est jamais satisfaite, mais le désir est soulagé lorsque le besoin est comblé. » Elle pensait que pour être en bonne santé et vivre longtemps, il fallait reposer le système digestif en jeûnant. Bien que Hazard et Dewey aient tous deux reçu la désapprobation de la communauté médicale au sens large, le public trouvait le concept du jeûne intéressant et il était considéré comme à la mode d'y participer. Le succès des écrits de Hazard lui a permis de fonder l'hôpital spécialisé Wilderness Heights à Olalla, Washington. À Wilderness Heights, les patients jeûnaient pendant des jours, semaines ou mois. Leur alimentation comprenait de petites portions de jus de fruits, de légumes et de bouillon. Leur alimentation était, sans surprise, insuffisante pour les maintenir en vie. Surtout que le bouillon consistait souvent à plonger une tomate dans de l'eau chaude,
puis à la retirer avant de servir le bouillon aux patients. Alors que certains patients survivaient à leur séjour à l'hôpital et soutenaient publiquement les méthodes de Hazard, beaucoup mouraient sous ses soins en défense de ces techniques. Hazard affirmait que les morts étaient dus à une maladie distincte et non diagnostiquée, comme un cancer ou une cirrhose. Les habitants ont surnommé l'hôpital les hauteurs de la faim, car on voyait des patients affamés et squelettiques errer en quête de nourriture et d'aide. De plus, Hazard était connu pour voler les biens de ses patients après leur mort, et elle leur faisait souvent signer la cession de leurs biens avant leur décès. On pense que Hazard a tué son premier patient en 1902, bien avant la publication de son premier livre. L'autopsie du patient a révélé qu'il était mort de faim, et le coroner local a tenté de faire poursuivre Hazard en justice. Étrangement, comme elle ne pouvait pas exercer la médecine, elle n'a pas été tenue responsable de ses actes. Elle est restée évasive sur les bijoux manquants du patient peu après la finalisation de son divorce. Hazard a rencontré Samuel Christman Hazard, un ex-militaire. Samuel avait détruit sa carrière militaire en détournant des fonds. Souvent décrit comme ivrogne, débauché et escroc, il était un bon partenaire pour Hazard et sa cruauté. Après leur mariage, Samuel a passé 2 ans en prison pour ne pas avoir divorcé d'une de ses épouses. L'une des premières patientes de Hazard, Gertrude Young, cherchait un remède après être restée partiellement paralysée à la suite d'une attaque. Elle avait perdu l'usage d'une jambe et d'un bras. Hazard a convaincu Gertrude qu'elle avait un remède, promettant qu'un jeûne de 40 jours lui rendrait sa mobilité. Gertrude, désespérée et prête à tout pour retrouver ce qu'elle avait perdu après sa paralysie, accepta de jeûner et entama le traitement. Une amie accompagna la femme à l'hôpital et resta avec elle pendant qu'elle recevait chaque jour les instructions de Hazard ou de ses infirmières. Gertrude ne pouvait pas manger, mais après 30 jours de son jeûne de 40 jours, elle avait droit à un peu de liquide, comme du bouillon de tomate ou du jus d'orange filtré. On la trouva tremblante, transpirant et vomissant une substance épaisse et sombre. Même en hiver et malgré le froid, Hazard avait ouvert les fenêtres de la chambre. Elle affirmait que sa patiente avait besoin d'air frais, mais cela empirait l'état de Gertrude. La compagne de Gertrude contacta son médecin habituel qui l'avait aidé depuis sa paralysie. Le médecin expliqua que le prétendu remède de Hazard ne fonctionnerait jamais et que Gertrude devait arrêter le jeûne immédiatement. Malgré cela, Gertrude refusa d'écouter son médecin. Hazard avait été tellement convaincante que Gertrude était certaine qu'elle serait guérie si elle pouvait tenir encore 10 jours, mais Gertrude Young n'y parvint pas. Elle mourut le 39e jour. Hazard ne fut pas accusé de meurtre ni d'homicide involontaire, car Gertrude avait choisi de poursuivre le jeûne. Ayant ignoré les conseils de son médecin, Hazard ne se laissa pas intimider. Elle continua à soigner ses patients dans son établissement, indifférente à ses démêlés avec la justice. Le 28 mars 1910, Earl Edward Erdman, ingénieur civil à Seattle, est mort de faim à l'hôpital général de Seattle. Il avait notamment tenu un journal à Wilderness Heights, y consignant les méthodes de Hazard durant les semaines passées sous ses soins. À partir du 1er février et pendant tout le mois, Earl a mangé moins d'un repas par jour, dès son premier jour à l'hôpital. Son dîner et son souper consistaient chacun en une soupe écrasée. 5 jours plus tard, il a eu la même chose, cette fois avec une orange au petit déjeuner. 2 semaines après le début du traitement, il n'a eu que 2 oranges au petit déjeuner, sans dîner ni souper. Au cours des jours suivants, il a reçu une tasse de soupe par jour vers le 16 février, a noté Earl. « J'ai mieux dormi cette nuit, mais j'avais la tête étourdie et les yeux marqués de jaune et rouge. » 5 jours plus tard, il a précisé qu'il souffrait de maux de dos juste sous les côtes et qu'il avait mal dormi cette nuit-là. À la fin du mois de février, il avait mentionné avoir une sorte de mal de tête frontal, une douleur sur le côté droit sous les côtes et une douleur sous les côtes dans le dos. Son alimentation, à base de bouillon de tomates, d'oranges et de jus d'orange filtré, n'a jamais changé jusqu'à son hospitalisation le 28 mars. 2 autres patientes de Hazard étaient de riches héritières avec des biens aux États-Unis, Canada et Australie. Claire et Dorothy Williamson, orphelines dès l'enfance, souffraient d'hypocondrie et dépensaient souvent beaucoup pour des soins médicaux inutiles.
Au moment de l'arrivée des sœurs, cependant, Wilderness Heights n'était pas encore terminé. Par conséquent, elles ont été soignées dans un appartement à Seattle, dans l'État de Washington. Leur traitement fut encore plus grotesque que celui de Gertrude Young. Les deux femmes ont été affamées, battues et soumises pendant des heures à des lavements inutiles. Les infirmières diront plus tard que les massages inclus dans les plans de traitement en hospitalisation ressemblaient souvent à des agressions violentes. Les deux sœurs sont devenues si frêles qu'elles peinaient à marcher. Les voisins se rappelaient les avoir entendues pleurer et crier. Hazar savait qu'elles comprenaient qu'il se passait quelque chose d'étrange. Elle les a finalement mis sur des brancards pour les transférer à son hôpital inachevé à Alala. Les deux femmes, affamées, étaient devenues délirantes. Hazar, aussi froide et insensible qu'elle était, a pourtant décidé que c'était l'occasion parfaite de devenir une femme extraordinairement riche. En rédigeant de nouveaux testaments pour les sœurs, Hazar s'est désignée tutrice légale et héritière d'un patrimoine de plus de 500 000 $. De plus, elle a volé les bijoux et objets de valeur du duo, estimés à environ 6 000 $. Elle portait leurs vêtements et interdisait aux deux sœurs de se voir ou de se parler. On ignore comment, mais la rumeur s'est répandue que les deux sœurs étaient en difficulté lorsque Dorothy a contacté leur ancienne gouvernante. La gouvernante vivait en Angleterre, même si certains disent en Australie. À son arrivée à Washington, Claire était déjà morte. Elle pesait moins de 23 kg à sa mort. Hazar a rejeté la faute, disant que les médicaments donnés à Claire enfant auraient rétréci ses organes internes et causé une cirrhose du foie. La gouvernante, horrifiée en voyant le corps et l'état de Dorothy, fit retirer la dernière sœur des soins de Hazar après quelques difficultés. Elle a dû contacter John Herbert, un oncle riche vivant à Portland, Oregon, pour commencer la démarche. Après avoir négocié avec Hazar, John paya près de 1 000 $ pour la libération de sa nièce. Après avoir sécurisé Dorothy, il se tourna vers Lucian Agassiz, vice-consul britannique à Tacoma, et ils enquêtèrent sur Hazar. Ils découvrirent qu'elle était liée à la mort de nombreux individus fortunés et que beaucoup de ses membres de la haute société avaient cédé leur fortune avant leur décès. L'une de ces victimes était un Anglais nommé John Evan Flux. Il était venu aux États-Unis pour acheter un ranch, mais à sa mort sous la garde de Hazar, il n'avait plus que quelques dollars. Un Néo-Zélandais, Eugene Wacklin, se serait suicidé par balle à l'hôpital de Wilderness Heights. Avant sa mort, Hazar était devenu administrateur de sa succession et avait vidé ses comptes. Le 15 août 1911, la police du comté de Kitsap a arrêté Hazar pour le meurtre de Claire Williamson. Son procès a commencé en janvier 1912 et les employés de l'établissement, y compris les infirmières, ont témoigné contre Hazar, notant que les sœurs enduraient des bains brûlants et souffraient fréquemment d'énormes douleurs. Sous la coupe de Hazar, surnommée la doctoresse de la famine. Lors du procès, il a aussi été révélé que Hazar ruinait financièrement ses victimes, ce que l'accusation a appelé une famine financière. La doctoresse n'a montré ni remords ni regrets et n'a pris aucune responsabilité dans la mort de Claire. Dans son premier livre, Hazar écrit « La mort durant le jeûne n'est jamais due au manque de nourriture, mais résulte inévitablement d'une vitalité épuisée par une imperfection organique. » Elle y est restée fidèle, même lors de son procès pour meurtre. Elle disait être attaquée car femme à succès et adepte d'une médecine non conventionnelle, désapprouvée par les médecins traditionnels. Pourtant, le jury ne crut pas grand-chose de ce que Hazar avait à dire lors de son procès. Après délibération, elle fut jugée coupable d'homicide involontaire et condamnée à 2 à 20 ans de prison. Sa licence médicale lui fut aussi retirée. Elle a purgé une courte peine à la prison d'État de Washington à Walla, passant seulement 2 ans avant sa libération conditionnelle le 26 décembre 1915. L'année suivante, le gouverneur Ernest Lister a accordé une grâce totale à Hazar, même si sa licence médicale n'a jamais été rétablie. Accompagnée de son mari, Hazar a quitté les États-Unis et s'est installée en Nouvelle-Zélande, où elle a continué à travailler comme diététicienne et praticienne de médecine alternative. Cependant, en 1917, un journal local a révélé que la licence médicale de Hazar ne lui permettait de pratiquer qu'à Washington, alors qu'elle utilisait le titre de docteur.
Elle a été inculpée à Auckland pour exercice illégal de la médecine et condamnée à une amende d'environ 600 $ néo-zélandais. 3 ans plus tard, Azar est retourné à Alala et a ouvert un nouvel établissement, cette fois nommé École de santé, sa licence médicale ayant été révoquée malgré ce changement de nom. L'établissement fonctionnait quasiment comme Wilderness Heights. Azar a supervisé les jeunes jusqu'à la destruction de l'établissement par un incendie en 1935. Il ne fut jamais reconstruit. Linda Azar, accusée d'un seul homicide involontaire, est aujourd'hui souvent vue comme une tueuse en série. En raison des nombreux patients qui ont péri sous ses soins, en suivant le prétendu plan de traitement qu'elle avait établi pour eux entre 1908 et 1912, on pense que Azar est responsable de la mort d'au moins 16 personnes, dont Earl Erdman, Claire Williamson et Louis E. Rader, un homme politique américain qui a suivi un jeûne de 29 jours sur les conseils de Azar. Rader aurait été le propriétaire initial du terrain où a été construit l'établissement Wilderness Heights de Azar. Il est tout à fait possible que Azar soit responsable de bien plus de décès que ce que nous savons. Ironiquement, elle est morte à 70 ans le 24 juin 1938 après avoir choisi de jeûner pour tenter de guérir sa maladie. Elle est décédée de faim, tout comme beaucoup de ses patients. Et voilà les faits. Laissez un commentaire avec vos avis, aimez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine fois.